D'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation parce que mon égoïsme personnel est déjà satisfait. Avec tout ce qu'on a appris jusqu'à date, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de nouveau. Heureusement, on m'a donné un titre assez exclusif de parler de la notion de territoire, qui fait partie définitivement de toutes des facilitateurs pour toutes les idées d'architecture, de construction, de services publics, de protection de la nature, d'espaces verts. Mais si on n'a pas un plan global d'aménagement du territoire, on se complique énormément la vie. Donc, je vais aborder cette présentation d'abord simplement comme une conférence. Je serai à la fois le visuel et l'auditif. Ça sera plus facile pour moi de raconter une histoire, d'avoir un sujet, d'avoir une introduction, une intrigue et surtout une conclusion, en souhaitant que personne s'endorme pendant cette histoire. Alors, au niveau de l'aménagement et de l'urbanisme, moi, dans mes 50 ans de pratique, j'ai connu plusieurs révolutions. Par exemple, quand j'étais jeune à la campagne, on vivait dans des maisons de ferme. Les personnes vieillissaient et mouraient dans la même construction puisqu'ils donnaient leur héritage à l'un des fils ou deux des fils qui devaient continuer la gestion de l'entreprise et à charge s'occuper des personnes âgées. Ce qui donnait, c'était pas une solution parfaite parce que les personnes, des fois, étaient sourdes, étaient aveugles, étaient isolés dans leur propre milieu. Il y a eu des scènes assez tristes. Après ça, on a institutionnalisé davantage pour donner des meilleures qualités de soins. On a commencé des hôpitaux généraux. Après ça, on a eu la désinstitutionnalisation. On a essayé, on essaye toujours constamment. C'est un peu comme la ville. Aussitôt qu'on fait un plan, les gens commencent à gruger pour le transformer à leur goût personnel. Donc, on est dans un concept d'écosystème, comme dirait Pierre Dansereau, mais il reste qu'on a connu des révolutions dramatiques. Avant, nos parents avaient connu deux guerres, une crise économique, donc c'était l'économie de bas de laine, on n'avait pas de ressources, la ville était concentrée sur elle-même, on n'avait pas le moyen de s'étaler, on était nombreux par logement. Moi, j'ai été élevé au début, dans ma tendre enfance, on était 7 personnes dans un 4,5 dans les quartiers centraux de la ville. Alors, vous voyez que la densification, on la vivait très rapidement. Mais la chose a évolué, on est chanceux, on a connu 50 ans d'évolution. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, cette 50 années de paix, de relative prospérité, nous amène avec quelques petits problèmes à régler, notamment la surpopulation globale de la planète. Ce n'est pas à nous de contrôler la population, là, les naissances et tout ça, mais c'est pour dire que plus il y a de monde sur la Terre, plus il y a une pression sur l'environnement. Donc, l'urbanisation, on est rendu maintenant qu'on s'en va vers 80% des gens qui vont vivre dans les villes. Donc, c'est important que nos villes soient saines, qu'elles soient bien gérées, qu'elles ne créent pas de pollution. Et là, je parle d'une ville idéale, c'est pas la réalité encore. Mais c'est un phénomène aberrant. Et donc, ces 50 années de croissance, de la pauvreté à une richesse relative, de l'exiguïté à l'étalement débridé. Je parle entre autres des sociétés plus industrialisées comme l'Europe, l'Amérique et maintenant l'Asie. Et l'Afrique va suivre, je ne suis pas inquiet, là, c'est le pattern général. Mais tout cela va mettre une pression énorme sur la ressource terre, eau, nature, agriculture. Et il faut intervenir. Et il nous arrive aujourd'hui, comme un cheveu sur la soupe, la crise sanitaire. J'avais publié un petit pense-bête à un moment donné dans la revue Forbes sur comment gérer les 3 crises simultanées et non pas une après l'autre, parce qu'on va tout être mort quand on va arriver à la 3e. Et quand j'ai vu comment maintenant s'est passé les efforts magistraux des gouvernements et du corps médical et les sacrifices de la population pour venir à bout de ce sacré virus, imaginez si on rajoute en même temps la crise environnementale et la crise économique qui vont s'en suivre. On a un beau programme devant nous, là. Alors, donc, il fallait donner un peu d'espoir aux gens. C'est ce que je veux faire dans cette histoire. Heureusement, on n'a pas commencé à penser à ces questions à partir de février dernier, mais depuis 50 ans, on a travaillé là-dessus. Quand je suis arrivé à la Ville de Québec, il n'y avait même pas de règlement de zonage, il n'y avait même pas de plan d'urbanisme, il y avait simplement un règlement de construction. Il n'y avait pas besoin d'autre chose. La Ville occupait le territoire à 100% et tout ce qu'on voulait empêcher, c'était les incendies et l'effondrement des bâtiments.
Mais donc, il a fallu travailler avec la ville, avec les autres villes de la région pour créer un gouvernement régional parce qu'on s'est vite aperçu que la ville ne pouvait pas gérer seulement le centre-ville alors que tout le monde s'en allait en périphérie, donc la création des communautés urbaines. Donc, donner une espèce d'espace de négociation au niveau régional. Là, on commençait à travailler sur des entités intéressantes de 500 000 à 1 million d'habitants et on pouvait avoir des équipes professionnelles très intéressantes aussi. Donc, à partir de ces constats-là, aujourd'hui, ce qu'on arrive à se dire, c'est qu'on ne réussit pas à freiner cette expansion de l'urbanité sur les territoires et ça risque de nous amener des problèmes insolubles. Pendant la crise sanitaire, par exemple, j'entendais des gens ou des articles qui se publiaient, est-ce la fin des centres-villes, est-ce la fin des tours à bureaux, est-ce la fin des densités? Alors qu'il y a 2 ans, on avait un congrès des urbanistes canadiens à Québec où on faisait l'apologie des meilleures villes en termes d'urbanisme. On parlait de Vancouver, on parlait de Toronto, on parlait de Québec et Montréal, mais avec plus de bémol parce qu'on a plus de liberté de s'étaler, ayant plus d'espace, moins de contraintes. Mais il reste quand même, on ne peut pas se promener comme ça. Là. Par exemple, demain matin, dire la ville de Hong Kong, c'est trop dense. On étale tout ça sur l'ensemble de la presqu'île. Vous connaissez Hong Kong, j'imagine, par l'Internet, c'est facile. Hein? Il y a une ville extrêmement dense, probablement la ville la plus dense du monde, mais est entourée d'une forêt et d'un espace naturel qui occupe 80% de la presqu'île. C'est presque l'archétype d'un modèle d'occupation du territoire qui pourrait nous aider à sauver la planète. Bon, alors, et le régime politique, c'est autre chose, mais on en discutera dans un autre séminaire. Et que donc, pour arriver à maîtriser la bête, depuis plusieurs années, là, on a commencé, par exemple, avec l'Ordre des urbanistes, l'Institut canadien des urbanistes. Première chose sur laquelle moi j'ai été amené à travailler avec des collègues, c'était le fameux projet Villes et villages en santé. Donc, on voit tout de suite, et ça, c'est 1850 en Angleterre, on a commencé à rallier les épidémies avec le manque d'espace vert. Alors, donc, c'est un mouvement, je dirais, perpétuel, qui est toujours là. Parfois, il y a des baisses, parfois, il y a des hausses, mais il est encore très, très, très vivant aujourd'hui. Villes et villages en santé. Et on se pose toujours la question, dans nos choix d'aménagement, quels seront les impacts sur la santé? Alors, un coup qu'on a fait ça, on s'aperçoit que beaucoup de notre pratique d'aménagement du territoire, par exemple, l'étalement débridé qui attaque toutes les zones naturelles et les terres agricoles en périphérie. Hein? Moi, dans ma tradition de géographe, la ville est entourée d'une ceinture maraîchère. Maintenant, la ceinture maraîchère est devenue une ceinture de bungalows. Alors, on ne peut pas avoir les mêmes impacts. Et ce qui a des conséquences considérables, c'est que la ville de Québec et son agglomération, à peu près 500 000 habitants, occupe 10 fois plus d'espace que la région urbaine, que l'agglomération de Paris. Alors, on voit, là, on n'est pas dans des densités extrêmes ici. Là. Il y aurait moyen d'avoir un plan d'action pour redéployer tout le potentiel de croissance qui va se faire dans nos régions ici, à l'intérieur des périmètres urbains. Et pour mettre un peu de viande là-dessus, on avait organisé avec l'Institut canadien des urbanistes, l'Ordre des urbanistes du Québec, un sommet ou une rencontre nationale à Québec en 2000, si ma mémoire est bonne, 2016. Et le thème de la rencontre, c'était, entre autres, là, on avait invité des conférenciers de Chicago pour venir nous parler du grand projet du groupe SOM, S-O-M, qui est peut-être un des plus grands bureaux d'architecture et d'urbanisme en Amérique, venir nous parler de l'importance d'avoir une vision 100 ans pour le bassin Grand Lac-Saint-Laurent. Alors là, j'étais comme géographe et urbaniste vraiment ravi. On avait quelque chose à se mettre sous la dent, mais pas perdre de vue là, la maison individuelle, les fermes et tout ça, mais avoir une vision d'État, une vision de civilisation, vers où on s'en va, puis cette vision-là, dans le but caché de l'exporter ailleurs, parce qu'on sait qu'ailleurs, il y a des problèmes d'eau potable, il y a des problèmes de destruction des forêts amazoniennes, il y a des problèmes de toutes sortes de choses, mais si on ne donne pas l'exemple, nous, comment on va faire pour exporter ce modèle? Alors donc, avec cette conférence d'ouverture, on a réalisé qu'on avait là vraiment quelque chose de... Je donne seulement quelques projets qui sont reliés à cette vision 100 ans. Parce que ce que Phil Almquist nous disait dans cette conférence, c'est qu'il avait évalué la croissance démographique du bassin Grand Lac-Saint-Laurent dans 100 ans de 50 millions d'habitants et plus. Ça peut être le double, ça peut être moins. C'est des prévisions très hasardeuses, mais ça donne une idée quand même, un réalisme. Il disait,
Ces 50 millions, suite à des recherches qu'il avait effectuées avec des géographes, des urbanistes, des architectes, ça pourrait rentrer dans la limite actuelle des agglomérations. Alors, imaginez, c'est vraiment un baume d'entendre ça, de dire oui, on a le vaccin avant d'avoir la maladie, là. C'est quand même intéressant. Alors, on s'est mis à faire de la promotion pour cette conférence-là. On l'a présentée à Baie-Saint-Paul au Congrès de l'Ordre des urbanistes en 2014, et où là, le thème était le Saint-Laurent. Alors, on s'est dit, avec une attitude ou une vision très générale, très globale comme ça, on peut sauver le monde. Puis on commence par Baie-Saint-Paul, on commence par Québec, on commence par Chicago. Et un autre projet aussi que Phil Elkus, d'ailleurs, avait repris dans sa conférence d'ouverture, c'était notre projet, parce qu'on avait été l'Institut canadien des urbanistes et l'Ordre des urbanistes à l'époque, à l'origine du fameux projet de TGV, Québec, Windsor, Chicago. 25 à 30 millions d'habitants, on se disait c'était intéressant, il y a déjà un petit marché. Évidemment que ce projet n'a pas fonctionné parce que les lobbies des compagnies locales d'aviation, les transporteurs par autobus, même tout le monde est tombé dessus. Et politiquement, c'était très difficile. Les esprits n'étaient pas prêts. Mais retenez ça, c'est important. Il y a une vision, il y a un projet, puis même les Américains travaillent sur un réseau de TGV. On sait que les Chinois sont en train de le faire ou l'ont presque avancé. Donc, densification, ça va avec protection de la nature, protection des ceintures maraîchères des terres agricoles, indispensable aux augmentations de population et à l'augmentation de qualité de vie. Alors, il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est tous des vases communicants. Et si on veut être heureux dans les prochaines générations, ben, il faudrait qu'on s'attaque à ça. Donc, un plan bassin Grand Lac-Saint-Laurent. Après ça, bien évidemment, le sommet de la Terre. C'est la première fois qu'on évaluait, qu'on a mentionné dans un de nos articles le mot plan d'urbanisme de la planète. Alors, comment ça nous met au diapason de la pensée universelle? C'est que pour sauver la planète, il faut sauver les villes. Pour sauver les villes, il faut les rendre viables et intéressantes. Donc, villes et villages en santé, les questions sanitaires, la lutte à la pollution des sols, qui est énorme, hein, des enfoussements sanitaires, les rejets d'eau usée dans le Saint-Laurent, les produits chimiques sur les terres agricoles, la pollution de l'air par les transports. Une grande partie vient des automobiles à combustion et des camionnages et des trains et des bateaux aussi qui utilisent du pétrole lourd. Alors, tout ça fait en sorte que, ayant une vision de la planète, du Grand Lac Saint-Laurent, parce qu'il va forcément y avoir de nouvelles ententes internationales sur le contrôle du développement, on va pouvoir discuter de grands sujets comme de limiter, de donner un exemple, de limiter l'impact de l'augmentation de population et de l'activité humaine sur la qualité de vie des citoyens dans un ensemble. Puis quand je vois des articles scientifiques qui nous rappellent que si le stress à Toronto, il y a à peu près 10 ans, avait été pris plus au sérieux, puis qu'on avait continué les recherches qui avaient été amorcées, on serait peut-être entré dans cette crise-là avec un vaccin. Mais là, je laisse les médecins, puis je laisse les spécialistes travailler ça. Mais il y a sûrement, il y a plus qu'une communauté de non, là. Il y a un problème parce qu'on nous dit beaucoup dans la littérature que la destruction des natures provoque souvent l'apparition de nouveaux virus, comme une espèce de réaction de la Terre pour dire là, ça va, ils vont me détruire, alors moi, je vais les détruire. Puis il y a une contre-attaque qui peut miner nos projets de vie. Alors donc, avoir cette espèce de vision, puis comment l'appliquer maintenant dans Québec, Montréal, Trois-Rivières? Bien, là, c'est par des projets de... Quand j'ai commencé, je vous dis qu'avec des règlements de zonage et d'urbanisme, il a fallu faire des schémas et tout ça. Maintenant, tout le Québec est couvert de plans d'urbanisme, de schémas d'aménagement, à cause de la nouvelle loi sur l'aménagement. Puis maintenant, on a la chance d'avoir une loi sur l'environnement, une loi sur la protection des biens culturels, puis une loi sur la protection des terres agricoles. Là, je trouve qu'on a trop de lois qu'il faudrait refusionner dans une seule, qui serait la loi de l'aménagement du territoire, qui serait capable de penser à ces 4 dimensions-là, de l'eau, de l'air, du sol et du bâti. Et je vous parle de tout ça, j'espère que vous ne pensez pas que je suis hors sujet, là. Je vous parle de tout ça parce qu'à mon avis, c'est la seule façon d'économiser comme société des sommes très importantes en investissement pour les infrastructures, hein, parce que plus on s'étale, plus il faut étaler les réseaux de transport et de communication. Et vous savez que ça coûte cher à acheter, ça coûte cher à en réparer, ça coûte cher à entretenir, ça coûte cher à changer. Alors, c'est un puits sans fond. Les rues, il faut les refaire à tous les 30 ans.
Alors, plus on va se ramasser, plus on va pouvoir aménager un milieu de qualité de vie. Ça, là, j'insiste vraiment, là, la qualité de vie, un urbaniste suisse me disait un jour, puis je pense que je vous avais raconté, Gonzalo, cette histoire, il m'avait dit, écoute, Serge, si tu veux que les gens restent en ville, première condition, il faut qu'ils soient heureux dans leur logement. Donc, la qualité interne du logement. Deux, il faut qu'ils soient fiers, puis qu'ils aiment le bâtiment dans lequel le logement est placé. Si vous n'aimez pas le bâtiment, ça va vous dégoûter le soir quand vous arrivez du travail. Vous dites, bon, c'est donc bien élève, vous allez rentrer à l'intérieur, mais ce n'est pas un plaisir. Troisièmement, il faut aimer sa rue. Un peu comme Yann Guel a fait l'apologie de la rue, du piéton, de la vie en ville, de la coexistence pacifique entre les générations, puis entre les sociétés, puis entre les groupes ethniques. Bien, ça passe par une ville qui est bien organisée, qui est capable d'accueillir ça. Donc, tout en densifiant, retour important des jardins, retour important des espaces naturels dans la ville qu'on aura appris à respecter sur les toits et tout ça. Alors, vous voyez, il y a une espèce de plan, là, et pour rester dans cette ville, bien sûr, il faut aimer sa ville. Pas de question, moi, j'aime Québec. Si vous n'aimez pas Montréal, si vous n'aimez pas Trois-Rivières, si vous n'aimez pas Toronto, bien, un jour, ce monsieur me disait, vous allez déménager. Alors, si les gens sont heureux dans leur logement, dans leur rue, dans leur bâtiment, et dans leur quartier, dans leur cité, puis évidemment, on a un pays adorable, alors on ne quittera pas. Alors donc, vous voyez qu'il y a des espèces de conditions gagnantes là, qui sont au menu, et ça, c'est dans le but très, très simple, là, si on veut être chauvin, hein, c'est d'aller sauver des millions et des milliards de dollars en infrastructures inutiles, et non seulement en investissement, mais en entretien, et reverser ces sommes, là j'espère que je vais faire plaisir à mes collègues de la santé, reverser les surplus dans les soins de santé, à toutes les échelles.